Et attention, c'est parti, je lance tout de suite ce live sur le Facebook de Radio 1 et le Facebook de Béni soit-il. J'ai l'honneur, le privilège de recevoir une dame qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours. Elle s'appelle Karen Matthews Fahara. Elle est dans mon studio aujourd'hui. Karen, bonjour. Yorana. Ça me fait vraiment et ça me touche de te recevoir, Karen. Je parle de toi très régulièrement avec Aldo depuis plusieurs semaines. Aldo de Thierry FM, bien sûr, que tu appelles Tantan. Oui. J'ai trouvé ça gentil. Raconte-nous un petit peu, d'abord, comment tu as vécu l'annonce de ce diagnostic qui aujourd'hui encore fait peur à tellement de femmes qu'elles n'osent même pas aller faire le test. Oui. Explique-nous un petit peu comment tu as vécu ça. Merci Béni de poser la question comme ça parce que c'est exactement ça. Dans ma famille, au fait, on a déjà été touché par un cancer, par une tante. Et effectivement, moi, je me disais dans la tête que si je n'y pense pas, si je vais pas faire les tests, au fait, ça va pas être dans ma tête et comme ça va pas être dans mon corps. C'est comme ça que je voyais la chose. Et le jour où on m'a annoncé que je suis atteinte d'un cancer du sein, comme ma tante, là, je me suis dit, déjà à la base, à l'époque, j'avais pas une bonne hygiène de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que je pesais 99 kilos, je buvais comme un trou tous les week-ends, je fumais comme un pompier, voilà. Je menais pas une bonne hygiène de vie. Et je me disais que si j'avais un jour un diagnostic d'une maladie grave, c'était en grande partie de ma faute. Et que, au fait, je pouvais pas en vouloir que ce soit au Seigneur, à mon mari, à mes enfants, à l'univers. Au gouvernement. C'était à moi de prendre les choses en main. Et en entrant justement, j'appelle ça une aventure, en entrant dans cette aventure-là, j'ai découvert que on était déjà des êtres multidimensionnels, on pouvait faire énormément de choses et que surtout, on avait la possibilité aujourd'hui, en 2021, de se soigner de plusieurs manières. D'accord, il y a un choix qui nous est proposé. Il y a un choix qui nous est un choix. Il y a un choix de technique, de thérapeutique. Oui, au fait, si on va vers la médecine conventionnelle, oui. Pour moi en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de choix. On nous dit, voilà, c'est ce qu'il y a à faire pour ta pathologie. Le protocole, c'est tout de suite. Le protocole, c'est à suivre tout de suite. C'est comme ça que ça a fonctionné pour les autres. Très bien. De quel protocole tu parles, là, s'il te plaît, je parle du protocole médical conventionnel, c'est-à-dire la chimiothérapie, tout ça. Ensuite, si on a envie de chercher encore plus à avoir de chances pour nous, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai cherché aussi s'il n'y avait pas d'autres moyens qui pouvaient m'aider, d'autres médecines, d'autres thérapies alternatives qui pouvaient m'aider aussi à justement traverser ce cancer-là. Et comment ça se passe justement lorsque tu vas dire à un médecin qui te dit, écoute, il faut faire la chimiothérapie, radiothérapie, etc. C'est comme ça qu'on soigne les gens, c'est comme ça qu'on a soigné d'autres cancers. Lorsque tu leur dis, moi j'aimerais bien voir s'il n'y a pas d'autres alternatives, comment ils réagissent à ce moment-là? En tout cas, l'équipe sur laquelle je suis tombée ne l'a pas accueilli. Ne l'a pas accueilli ouvertement. Ce qu'ils m'ont dit, je comprends parfaitement leur position. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que par rapport à leur connaissance, au fait, ils n'avaient pas assez d'outils pour pouvoir m'accompagner. Ce que je peux comprendre. Mais ce que je demandais aussi, c'est que peut-être ensemble, justement, puisque moi, j'ai accepté d'expérimenter ces thérapies-là, peut-être qu'ensemble, on pouvait faire quelque chose. Mais j'ai pas été entendue, on ne m'a pas suivi, on m'a dit que si je voulais un suivi avec eux, c'était si j'acceptais le protocole proposé. Donc, c'est pour ça que tu as réagi tout à l'heure lorsque je te demandais un choix. Il n'y avait pas de choix. Non, il n'y a pas de choix. Tu suis conventionnellement ou sinon débrouille-toi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas. Vraiment, Karen, tu as eu l'impression qu'ils t'ont tourné le dos, ils ont fermé la porte, ils ont dit écoute, débrouille-toi? Pendant un an, on m'a pas contacté, on m'a pas appelé pour avoir de mes nouvelles. La fois où on m'a appelé, c'était en janvier 2021, cette année, parce que au fait, il fallait qu'ils appellent toutes les personnes de leur répertoire qui avaient un carnet rouge pour leur proposer le vaccin. C'est comme ça qu'il y a eu un retour de contact entre la médecine et moi. Au moins, ça sert à quelque chose dans ce cas-là. Ils ont pu prendre contact avec une patiente.
Comment tu réagis à ce moment-là? Est-ce que tu te sens abandonné? Est-ce que tu t'es tourné vers tes connaissances, vers la famille? On fait quoi quand on arrive à un moment où on a l'impression justement que voilà, il faut qu'on se débrouille? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, Karen? Deux choses. Hein. La première, c'est je suis perdue. Parce que, mais la deuxième des choses, au fait, moi je dis que c'est une belle aventure ce qu'on traverse avec ma famille. Et la deuxième des choses, c'est ok, tu as voulu faire ça, c'est ton choix aussi. Hein? Prends tes responsabilités maintenant. Tu as dit que si jamais il t'arrivait une maladie grave, que c'était de ta faute, maintenant à toi de prendre tes responsabilités. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai expérimenté plusieurs médecines alternatives. D'abord le jeûne, plusieurs types de jeûne, le rééquilibrage alimentaire, une nouvelle manière de penser. J'ai repris une activité physique. Doucement, lentement, je me suis au fait pris en charge moi-même. Mais tu parles de 99 kilos. Est-ce que tu vois ton poids diminuer drastiquement ou ça vient tout doucement, petit à petit? Ça vient tout doucement, petit à petit. J'apprends au fait, je réapprends à écouter mon corps. Petit à petit. Et c'est ça où je dis où il y a la belle aventure qui démarre. C'est peut-être ok, à côté, il y a eu le corps médical qui m'a abandonné, mais de l'autre côté, au fait, je redécouvre mon corps et je me réapproprie ma puissance. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis longtemps, quand on vient au monde, la première des choses qu'on voit, surtout les nouveau-nés d'aujourd'hui, la première des choses qu'on voit, c'est une personne avec une blouse blanche. Oui. Et cette personne-là, ça c'est moi, ça c'est ma manière de penser aujourd'hui. Et au fait, dès que l'enfant vient au monde, on lui montre que celle qui lui a donné la vie, c'est une personne qui a une blouse blanche. Et toute notre vie, à chaque fois qu'on va tomber malade, donc ça joue avec la vie dans notre tête. À chaque fois qu'on va tomber malade, on va aller voir une personne qui a une blouse blanche qui va nous dire « Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je vais te donner ça qui va te permettre de vivre encore. » Et nous, on lui donne espoir. Dès qu'on va chez le dentiste, on lui confie notre vie. On lui confie notre vie. Et au fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit j'ai trop donné de puissance à la personne à la blouse blanche. Je vais me réapproprier déjà mon propre pouvoir. Celui de me dire que ça va aller, Karen. On t'a diagnostiqué aujourd'hui un cancer du sein, mais c'est pas demain matin que tu vas mourir. T'as le temps de vivre. Et tu sais, Benny, entre le moment où j'étais diagnostiquée, c'était fin novembre. De quelle année? 2019, pardon. Très bien. Fin 2019, avec ma famille, avec ma grande famille. Pardon. On est très soudés. Et nous, dès novembre, on prépare les fêtes de Noël et de fin d'année. Et cette année-là, au fait, je ne savais pas comment il fallait faire. Je ne savais pas s'il fallait leur annoncer avant les fêtes. Et j'ai pris 2-3 jours pour réfléchir et je me suis dit, non, je ne vais pas dire. On va traverser les fêtes comme s'il n'y a rien eu. Et je vais faire en sorte que ces fêtes-là, au fait, ce soient les plus belles fêtes de ma vie. Et tu vois, là, déjà, dans mon esprit, j'étais déjà en train de me dire que ça allait être mes dernières fêtes avec ma famille. C'est fou, ça. C'est fou. C'est fou. Ouais. Et j'étais en train de me dire ça. Je préparais les fêtes avec eux. Je faisais même plus qu'on faisait d'habitude. Et personne n'a rien vu. Personne n'a vu passer quoi que ce soit. Et vers fin janvier, je me suis dit, OK, c'est le moment d'annoncer quand même à la famille. Parce que j'avais besoin, je savais que j'aurais besoin d'un soutien. Et au moment où j'allais leur annoncer, je me suis dit, attends. Je me suis donné un sursis, on va dire, de 2 mois. Novembre, décembre, mi-janvier, 2 mois pour être bien. Pour avoir la vie pétillante que j'ai envie. Ouais. Mais pourquoi je me donne un sursis que de 2 mois? Ben oui, t'as toute ta vie encore devant toi. Ouais. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai annoncé à ma famille que j'étais atteinte d'un cancer. Wow. Et au fait que j'ai toute la vie devant moi. C'est pas demain matin que je vais mourir. J'ai encore toute la vie, on a encore tout le temps d'expérimenter énormément de choses. Et le cannabis, je reviens sur le cannabis thérapeutique parce que je suis surtout là pour me lever. Pour ça, le cannabis thérapeutique m'a aidé à avoir une vie, on va dire, entre guillemets, normale. Carrément. Oui, parce que avant que j'utilise la plante, quand j'ai eu mes douleurs au bras, au fait, je mangeais plus, je dormais plus, mon cerveau il buguait complètement. Je voyais
je voyais, au fait, je sentais la vie partir de mon corps. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que je voulais pas, c'est ça que je voulais pas traverser avec ma famille. Et j'ai vraiment refusé le cannabis thérapeutique à cause de mes croyances. Je suppose que lorsqu'on passe par ces moments-là, donc tu disais que tu as essayé le jeûne, on le sait, le sucre est le carburant du cancer. Donc déjà de réduire l'alimentation et encore plus le sucre, on est en train de faire quelque chose pour éviter de nourrir cette bébête, ce crabe. On prend d'autres dispositions. Je voudrais vite le dire, et tu me dis si tu es d'accord, on n'est pas là pour faire un procès aux blouses blanches, on n'est pas là pour faire procès aux médecins ou quoi que ce soit. On est juste là peut-être pour dire qu'il y a d'autres façons de pouvoir accompagner les malades, et que lorsque le malade, pour son propre corps, décide d'essayer certaines choses, tout simplement être là pour dire « Ok, on va regarder ce qui se passe. On va te faire des prises de sang toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, savoir si effectivement il y a quelque chose qui se passe. » Toi, tu aurais voulu ce suivi parce que voilà, tu voulais pas être toute seule, mais tu avais envie de pouvoir avoir le choix, tout simplement. C'est ça. Et jusqu'à ce que tu essayes le cannabis, ça n'avait pas donné les résultats que tu attendais? Tu continues quand même à souffrir? Ou est-ce que tu as quand même d'autres médecines qui t'ont aidé, comme le jeûne par exemple? Est-ce que le jeûne a eu un bel effet sur toi? Oui, au fait, toutes parce les qu'on en parle thérapies... beaucoup aujourd'hui, même c'est devenu politique. Le jeûne, c'est le secret pour combattre le coronavirus. Ça a été à un moment des propos qui ont été tenus. Toi, qu'est-ce que tu peux ressortir du jeûne? Parce qu'on va revenir en deuxième partie de cette interview que sur le cannabis, sur ce que tu viens de passer au colloque. Alors, le jeûne, qu'est-ce que tu as envie de dire sur le jeûne? Est-ce que c'est effectivement quelque chose d'efficace? Le jeûne, oui, c'est quelque chose de très efficace. Pourquoi? Moi, au fait... Toutes les thérapies que j'ai expérimentées, même le cannabis, toutes les thérapies m'ont permis de justement me réconcilier avec mon corps. Donc le jeûne m'a réappris au fait à écouter quand est-ce que mon corps a réellement faim et quand est-ce qu'il a réellement soif et quand est-ce qu'il a réellement besoin de repos. Et quand je parle de repos, c'est repos dans tous les sens. C'est le repos quand tu vas dormir, ou le repos uniquement de l'esprit, ou le repos uniquement de l'organe. Donc voilà, ça m'a réappris à me réconcilier avec mon corps. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent te parler, il y a le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette interview en vidéo sur le Facebook Live de Radio 1 et de Béni soit-il. Effectivement, si vous avez des questions à poser à Karen, vous allez pouvoir le faire dans quelques instants. On fait une petite pause, Karen, et on revient tout de suite pour la suite de cette interview. Merci encore d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Vous écoutez Radio 1, la première FM de Tahiti. Je vous le rappelle, Karen Mathieu est avec nous. Karen Mathieu Fahara répond à mes questions. Elle est passée par ce qu'elle appelle, elle, une aventure, celle du cancer du sein, et de pouvoir choisir ce que son corps avait besoin pour pouvoir se soigner. Merci d'être avec nous sur la première FM de Tahiti, Radio 1. Tous les jours. Béni soit-il. Et vous le savez, nous sommes en ce moment en direct avec Karen Mathieu Fahara, qui a utilisé le cannabis thérapeutique pour essayer de s'aider, en tout cas pour son cancer du sein. Elle a accepté mon invitation et elle est aujourd'hui sur le Facebook Live de Radio 1 et de Béni soit-il. Vous pouvez bien sûr faire des commentaires que je lirai avec plaisir pour Karen si vous avez envie d'interagir. N'hésitez pas également par téléphone au 40 43 61 00 en attendant d'abord la fin de cette interview. Ma chère Karen, encore une fois, c'est le cannabis thérapeutique qui revient encore dans ton histoire, parce qu'elle ressemble à beaucoup d'autres histoires de gens qui eux-mêmes ont voulu aller voir si effectivement il y avait un effet du cannabis thérapeutique. Tu parlais tout à l'heure d'une douleur au bras. Quel a été l'effet du cannabis? Et quand tu fais le premier pas, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as l'impression que voilà, c'est du chalala? Comment tu réagis la première fois où on te dit hey, essaye, paye? Oui, Béni. Déjà, chez moi, c'était tolérance zéro, le cannabis. D'accord. D'abord, il y avait une croyance à traverser. Oui. C'était la première des choses. Quand je faisais mes recherches, je voyais, ça sortait, cannabis, oui. Mais je ne regardais pas. Et après, à un moment donné, j'ai un beau-frère qui me dit, tu devrais, ça va vraiment t'aider.
Et dans ma tête, au fait, j'avais encore la pipette. C'est pour ça. Donc, toutes les croyances limitantes que j'avais mises dans ma tête. À la maison, on ne pouvait pas en parler. C'était vraiment... Oui, parce qu'on avait interdit l'existence de la plante à la maison. On avait inculqué ça à nos enfants. Et c'est quand j'ai vraiment été à un point de douleur où je pouvais plus. Et où j'ai décidé que je pouvais appeler pour me renseigner. C'était juste appeler pour me renseigner. Donc, j'ai appelé l'association Tahiti Apiculture. Je suis tombée sur Kala Nihia qui m'a donné des renseignements rapidement par téléphone et qui m'a dit que, justement, je pouvais aller à Papara, à Faré, pour avoir plus d'informations. Alors là, il fallait se déplacer. Déjà, appeler, c'était un truc. En plus, se déplacer, je me suis dit, bon, il m'a fallu 2 semaines pour me déplacer. Waouh, pour prendre la décision. Pour prendre la décision, c'était parce que vraiment, j'en pouvais plus. Et quand je suis allée, j'ai vu qu'il y avait du monde. Tu sais, entre la maison et le parking, j'avais l'impression que je faisais le tour du monde. J'avais l'impression que c'était un courage qu'il me fallait pour pouvoir aller là-bas. Ensuite, dans le parking, je voyais des gens arriver, tout ça, je me posais plein de questions et je voyais des gens qui étaient pas bien. Et je me suis dit, ok, si eux, ils sont comme moi, ils cherchent quelque chose. Et ça doit être la lumière, ça doit être le truc. Et si j'ai vu un papy arriver, au fait, avec une béquille, je me suis dit, ok, si le papy, lui, s'est levé, moi aussi, je vais aller dedans, je vais aller voir parce que j'ai vraiment besoin, parce que je veux retrouver une vie normale avec mes enfants. Et cette rencontre, raconte-nous un peu cette rencontre, justement, avec Karl. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que la confiance s'établit rapidement? On en est où là? Tu sais, Benny, moi, on m'a donné le nom de la page. Ensuite, je suis allée chercher uniquement le numéro de téléphone. J'ai jamais été regarder ce qu'il y avait sur la page. Avant d'aller au Faré, j'ai pas regardé ce qu'il y avait sur la page. Je voulais juste un numéro de téléphone. J'ai pris le numéro de téléphone, j'ai appelé le gars, j'ai eu les informations. 2 semaines après, j'y vais. Et là-bas, je sais pas, en fait, sur qui je vais tomber, sur quoi je vais tomber. Et là-bas, il nous accueille et il nous dit, la première des choses qu'il nous dit, nous, on n'est pas des médecins. D'accord. Nous, on n'est pas des médecins. Le cannabis, c'est illégal. Vous savez que vous êtes... Oh là, déjà, tout de suite. La peur qui arrive. Et moi, j'avais peur. Et en plus, il confirme que tout ce qu'on fait là, en fait, c'est pas bien, c'est illégal. Et dans ma tête, il y a tout de suite le dessin de la gendarmerie, des hélicoptères qui arrivent. Ah ouais. Mais il continue à parler. Et là, il nous parle d'une expérimentation qui devait se faire en France, qui n'a pas été faite à l'époque. Quand je suis allée, c'était en août 2020, qui n'était pas encore lancée. Et que eux, ils n'ont pas attendu que la France décide de le faire ou que la Polynésie décide de le faire. Eux, ils l'ont mis en place, là, au Faré, avec des acteurs locaux et des produits locaux. Ok, vas-y, dis-moi plus. Et c'est là, au fait, quand j'ai compris qu'il y avait vraiment un aspect thérapeutique derrière, que j'ai voulu m'intéresser. Ils m'ont parlé d'huile sublinguale. Ils m'ont présenté ça comme de l'huile de coco vierge où on a macéré des fleurs de cannabis et que on prenait cela et que, en fait, c'était par rapport à la personne. On donnait au début 3 gouttes à prendre le matin, 3 gouttes à prendre le midi, 3 gouttes à prendre le soir, mais que c'était par rapport à la personne, c'est elle qui devait doser par rapport à ses besoins. Donc moi, je fais ce qu'ils me disent, je prends les 3 premières gouttes, on reste 1 heure parce qu'ils nous parlent énormément de ce que l'association fait. Et pendant qu'ils parlent, au bout d'une demi-heure, au fait, je me sens totalement relaxée. Et ça faisait un moment que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Et là, je dis à ma maman, j'ai envie de rentrer parce que j'ai envie de dormir. J'ai envie de me reposer. Mon corps est en train de se relaxer. Pendant 1 semaine, je vais suivre le protocole qu'ils m'ont donné. 3 gouttes le matin, midi et le soir. Pendant 1 semaine, je vais faire que de dormir, que ça. Et au bout d'1 semaine, je dis à ma maman, non. C'est parce que j'ai envie, moi. Je veux pas passer mon temps à dormir. Et ce lundi-là, je dis à maman, je vais encore continuer jusqu'à ce que je finisse la fiole parce que il est important pour moi de terminer complètement les produits qu'on me donne pour pouvoir faire un bilan. Et je dis à maman que je termine la fiole et si je dors jusqu'à la fin,
ça me convient pas. Peut-être que ça enlève mes douleurs, mais ça va pas me convenir pour le reste de ma vie. C'est ça. Ce qui se passe, c'est que la semaine d'après, au fait, je reprends de l'énergie petit à petit. Et je comprends que mon corps était tellement fatigué. Il avait besoin de prendre ses avoir moments de sommeil. lutté, voilà, avoir lutté dans tous les sens, au fait que ce soit psychologiquement, physiquement et tout, qu'il avait besoin de ce temps-là pour se reposer. Et puis se réparer. Et se réparer. Mhm. Et depuis, au fait, je pète le feu. Et on peut le voir à l'image, en tout cas, sur la page Facebook de Radio 1 et de Béni soit-il. Et là, tu te dis, c'est magique, quoi. Oui. Alors, il faut quand même savoir, et c'est pour ça qu'on va en parler de ce colloque, il faut savoir que dans plus de 53 pays au monde, ils ont déjà avancé là-dessus. Moi, je viens du Québec, tu sais que je suis parti de Montfénois pendant 10 ans, et là-bas, c'est légal. Et pour les gens qui souffrent de neuropathie du diabétique ou de cancer ou quoi que ce soit, on prescrit, c'est carrément une prescription médicale, le cannabis thérapeutique. Alors moi, j'ai envie de te poser la question, quand on entend ton histoire, ton aventure, comme tu l'appelles, quand on entend les effets que ça a eu très rapidement, à raison de 3 gouttes matin, midi et soir. Comment tu expliques le temps qu'on est en train de prendre au niveau du gouvernement, en sachant que le gouvernement a toutes les compétences nécessaires pour pouvoir légaliser le cannabis thérapeutique? Comment tu expliques qu'on passe le temps? Et surtout, après ce colloque, on va recevoir demain Moïté Broderson, donc je ne veux pas parler de la partie politique, il sera l'invité de Caroline Perdry demain après le journal de midi. Je vais parler de la vision que tu as, toi, d'une patiente qui a utilisé ce produit, qui connaît les effets du produit, pendant 1 an, pas de chimiothérapie, on est bien d'accord avec ça? Zéro chimio? Zéro chimio. Ok, et aujourd'hui, tu as tous tes cheveux, tu es en pleine forme, tu pètes le feu. Comment tu as réagi à ce colloque? Est-ce que tu as l'impression que ça y est, enfin, ça va bouger? Je disais hier, on a eu l'occasion d'intervenir à la Tonton Carl lors du temps qui a été accordé à l'association. En fait, je le disais hier que aujourd'hui, à la fin du colloque, rien ne va changer pour moi. En tant que résilient, en tant que malade. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ok, on en parle aujourd'hui. Merci Madame Nicole Sanquet d'avoir déposé le projet de loi sur l'expérimentation. Merci Monsieur Moïté Broderson de mettre en place un colloque où justement on parle plus ouvertement des choses. Mais c'est trop lent. En fait, on n'est que là à parler pendant que nous, les résilients, on est là à attendre. On n'attend plus aujourd'hui. Dans certains sont à l'agonie, on s'entend bien. On s'entend bien. Il y a des gens qui souffrent énormément là aujourd'hui. Oui, il y avait une personne que j'avais invitée à venir avec moi. Il n'a pas pu parce qu'il a un rendez-vous médical justement. Il s'appelle Hey Tapou et justement lui, il souffre d'une maladie. Comment il appelle ça? En fait, c'est sa colonne vertébrale qui est en train de s'effriter. Et lui, il a des douleurs vraiment atroces comme pas possible. Et il y a quelques jours, il y a 1 semaine, on a fait une expérimentation avec lui, avec le RSO. Le RSO, c'est techniquement parlant, en fait, c'est un condensé de la résine de cannabis. Il connaissait pas ce dérivé du cannabis. Il a essayé en 1 semaine. Il a pu avoir une vie normale, bénie. Il a pu sortir avec sa famille, il a pu aller se promener un peu plus avec sa femme, il a pu faire des nuits complètes. Ça, c'est vraiment ce qu'on a du mal, nous, les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, c'est de passer des nuits complètes. Il a pu passer des nuits complètes. Et là, je l'ai revu hier et avant-hier, justement, au colloque, et j'ai revu sa tête de avant qu'il ait connu le RSO. Les gens ont du mal à comprendre ce que c'est de ne pas dormir ces nuits complètes. Oui. Parce que ça joue sur notre système nerveux, sur notre système psychologique, sur notre travail, sur la qualité de notre travail, notre productivité qui est réduite à 30-40%. Les gens ont beaucoup de mal à se rendre compte à quel point on a besoin de sommeil pour réparer notre corps. Et je comprends très très bien. Et on salue Etapou, on va lui souhaiter beaucoup de courage. Donc, Karen, pour toi, ce colloque, c'est du chalala? Non, ce colloque, il est bien. D'accord, c'est ce que je veux. Non, le colloque, il est bien. J'ai reçu Nicole Sanquer dernièrement, j'avais déjà reçu Moïté, et je sens quand même chez ces 2 personnes qu'il y a une vraie volonté de faire quelque chose, de faire avancer les choses. Je salue Nicole et Moïté qui nous écoutent certainement. Et là, on a vu le président du pays, M. Édouard Frisch, assis à côté de Moïté, le premier jour du colloque. C'était quoi? Politique?
politique, c'était préélectoral. Est-ce que tu as eu l'impression que notre président, on l'a entendu parler, nous, il nous a donné l'impression, en tout cas, lorsqu'on l'entend dans l'interview qu'on a fait de lui, que nos journalistes ont fait de lui, on a l'impression que ça y est, ça va bouger. Il en a déjà parlé avec le président Macron. Toi, tu as l'impression que ça va encore traîner ? Oui, les choses sont en train d'être faites. Effectivement, peut-être plus qu'avant. Hein? Ouais. Mais au fait, moi, ce que je dénonce pour le travail avec le gouvernement, c'est le manque de communication avec nous, les associations. Parce qu'ils nous demandent énormément de choses, de chiffres et tout, de retours, de témoignages, tout ça, c'est ce qu'on apporte. Mais quand on demande dans l'autre sens, au fait, où est-ce qu'on en est, tout ça, qu'est-ce qu'on peut... On n'est pas au courant. Et là, dernièrement, on a été invité à pouvoir s'exprimer justement à la Commission de la Santé. Merci Madame Virginie Bruon d'avoir accepté cela. C'est là qu'ils nous exposent au fait tout ce qu'ils ont fait en un an. Oui, mais bon, si on n'est pas au courant, comment on peut savoir que vous vous intéressez réellement à nous? Mais puis, derrière et tout puis, ça... il ne faut pas oublier qu'eux sont rémunérés, ils ont des beaux salaires tous les mois. Vous, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Et puis, vous n'êtes pas forcément spécialiste ou compétent en matière administrative, en matière de sondage ou de quoi que ce soit. On a l'impression que souvent, le gouvernement s'appuie sur des associations, que ce soit dans ton domaine ou dans l'environnement. Tu sais, tu vois toutes ces associations qui ramassent des tonnes de déchets. Alors, ça, on les met à la télé, bravo, merci. Mais pourquoi le gouvernement ne pense pas à rémunérer des gens qui cherchent du travail pour faire ce genre de choses? Et pourquoi justement, vous l'avez montré avec votre association, vous êtes là pour le bien-être des Polynésiens qui souffrent aujourd'hui et qui souffrent pas que depuis aujourd'hui, depuis plusieurs années. Est-ce qu'à un moment donné, ils sont pas capables de mettre une délégation comme ils ont mis Teiva Manutei pour la violence dans les rues de Papeete? Est-ce qu'on peut pas mettre quelqu'un qu'on va rémunérer, bien rémunérés, on s'entend bien, comment que les autres sont payés, avec des équipes justement pour pouvoir mener ce genre d'études, demander ce genre d'études à des bénévoles. Je le sais très bien, on est venu m'en parler, je parle régulièrement avec Karl, il est venu dans mon émission. C'est la croix et la bannière, parce que on vous demande un truc et quand vous arrivez, ah oui, mais c'est pas complet, il faut mais là vous avez pas mis ça, puis ce chiffre-là, on n'est pas sûr de pouvoir le... Est-ce que le gouvernement, à la fin de ce colloque, et je connais très bien Virginie, je sais qu'elle aussi, comme Nicole et Motei, c'est une fille qui veut juste faire avancer les choses, qui veut juste du bien pour son fénois, parce que c'est la plus Franny des Polynésiennes, ou la plus polynésienne des Franny, mais notre Virginie, elle a envie de faire quelque chose pour son fénois. Mais est-ce que tu as l'impression que derrière l'effet d'annonce, l'effet dans la presse, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer là, à court terme? C'est ce qu'on espère en tout cas. C'est pour ça que je me lève. Parce que à chaque fois, je demande à Karl que ce soit toutes les personnes par qui je peux passer ou je peux aller faire porter ma voix. Merci Béni. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. Au fait, c'est pour ça que je me lève à chaque fois. Pour qu'on n'oublie pas que derrière ces textes, derrière ces papiers, derrière ces écrits, derrière ces statistiques, il y a des gens comme moi. Il y a de réelles personnes avec de réels besoins. Hier, il y a une dame qui est intervenue lors du colloque. Et ce qu'elle a dit m'a beaucoup touchée. Il y a eu un témoin. Il y a eu une vidéo de 25 minutes où il y a eu 11 témoignages. Et elle a dit, quand elle a pris la parole, il y a eu 11 témoignages aujourd'hui. C'est 0,0,0. En fait, il y a eu trop de zéros qui ont sonné à mes oreilles. Oui. Et là, je me suis dit, oui, la vidéo, elle a représenté que 11 personnes. On n'avait que 20 minutes, au fait, où on pouvait faire passer un message sur 3 jours de colloque. Mais ce n'était pas représentatif de la réalité. Mais non. Non, c'était juste représentatif pour un colloque. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque intervention dure 20 minutes. Et donc la vidéo, elle devait aussi durer 20 minutes. Il fallait faire entrer 11 personnes dans 20 minutes. C'était pas évident. Alors qu'elles auraient eu le droit chacune à ces 20 minutes pour pouvoir exprimer. Exactement. Moi, regarde, je t'ai déjà donné 35 minutes. Oui, c'est beau à radio. Merci. Merci On a beaucoup. fait plus que le colloque, là, juste oui. là. Merci, Béni. Mais non, mais de rien, voyons, Karen. Tu sais très bien que cette émission, ça fait 2 ans que tout le monde en parle, parce que je donne la parole, pas de langue de bois, jamais d'insultes, on reste dans la bienveillance. Mais il y a un moment donné où il faut secouer le cocotier si on veut que ça tombe. Et j'ai l'impression, moi aussi, que voilà, on va, dans 6 mois, on sera encore là en train de nous dire qu'il y a peut-être un nouveau colloque qui va se faire. On attend quoi, d'après toi ? Et qu'est-ce qui fait que ça traîne ? Est-ce que tu as une idée ? Les élections. Moi, c'est ce que je vois. Les élections, c'est la préparation des élections. Mais nous,
Les résilients comme moi qui sont vraiment engagés dans la cause, en fait, on ne va pas attendre. On est dans l'illégalité déjà, en ayant des produits pour nous soigner. Mais si vous tardez trop, si les gouvernants tardent trop, ça va être encore le gros problème des policiers, parce qu'ils sont fatigués, les policiers, de devoir traiter des affaires qui ne devraient pas l'être. Mais l'administration nous saoule depuis des années avec le principe de précaution. Tu sais, toujours mettre en avant le principe de précaution. Il n'y a personne qui veut prendre de responsabilité dans l'administration. Tout le monde sort le parapluie pour se défendre. Je vais te dire, moi, je suis sur le dossier des animaux exotiques avec mon perroquet. Et là, tout de suite, vite, non, c'est pas moi qui vais dire oui, c'est pas moi qui vais dire oui. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que les gens vont faire rentrer des animaux exotiques illégalement. Et aujourd'hui, tant qu'on ne va pas cadrer le cannabis thérapeutique, eh bien, on va avoir du cannabis, excuse-moi de l'expression, de merde également sur le marché. C'est ça. Parce que du bon cannabis, celui qui t'a soigné, comme Karl peut en préparer ou faire préparer, ça soigne. Mais à côté de ça, illégalement, toujours, tu as des gens qui vont en profiter pour faire du pognon avec de l'huile de coco. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, justement, à ce sujet-là, Béni, je remercie au fait, Karl, d'avoir mis en place l'association. Pourquoi? Quand le Faré a fermé, le 22 juin de cette année, c'était fini. Il a voulu mettre en place une expérimentation qui allait durer que1 an. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée seule. Il a fallu que je puisse trouver des personnes pour avoir des fleurs pour pouvoir préparer justement mes produits. J'ai été vers des personnes qui ne m'ont pas donné de bons produits. Des produits voilà. Et au fait, c'est ça. C'est là où on demande un cadre. Où justement, on pourrait avoir des personnes qui nous préparent des fleurs proprement. Aujourd'hui, actuellement, là, il est 9h passées, j'ai 2 amis, comment ils s'appellent, Teiki et Mehitia, qui sont actuellement au tribunal, qui sont jugés parce que ils ont préparé, parce qu'ils nous préparaient les Moon-Œil. Et tu vois, ces 2 personnes-là, ils ont une connaissance mais vraiment poussée de la plante. Ils savent Teiki, ils savent que l'association de telle et telle plante est bon pour telle pathologie. Tu vois, on a besoin de personnes comme ça pour nous préparer. Bien sûr. Pour nous préparer de bons produits. Et ces personnes-là, ils risquent d'aller en prison. Parce que la justice, c'est trop lent, beaucoup trop lent. Donc, lent pour nous, mais lent aussi pour des personnes comme ça. Pour moi, c'est du gâchis. Et en plus, l'utilisation de ce cannabis de basse qualité, eh bien, ça va décrédibiliser justement votre action et la qualité de ce produit par rapport à ses capacités thérapeutiques, alors que ces capacités sont déjà prouvées quasiment dans le monde entier. L'expérimentation est justement là. L'expérimentation qui est menée en France actuellement n'est pas là pour prouver si ça soigne ou si ça guérit. Elle est là seulement pour trouver un bon système de distribution des médicaments, c'est tout. Alors moi, tu sais à quoi je pense là ? Je pense au pouvoir des pharmaceutiques, au pognon qu'il y a derrière. Je pense que le gros travail qu'ils sont en train de faire, c'est comment on va faire en sorte que ce soit toujours les mêmes qui reprennent, qui gagnent de l'argent là-dessus. Écoute, c'est ça qui me dégoûte parce qu'en même temps, il y a des gens qui agonisent. D'accord ? C'est ça. Tu sais, quand j'ai entendu parler de toi, je suis allé voir un petit peu tes vidéos, et quand Aldo m'a parlé de toi, il n'y a pas eu une demi-seconde d'hésitation. J'ai dit vite, je veux son numéro, il faut qu'elle vienne, j'ai besoin qu'elle vienne parler avec moi. Karen, je veux que ça évolue. On veut que ça évolue. Une famille sur 5 utilise l'huile de cannabis. Ce sont les chiffres. 80% de la population est pour la légalisation du cannabis thérapeutique. Ok, je ne voudrais pas rappeler les règles de la langue française, mais politique, c'est travailler pour le peuple. C'est être au service du peuple. Ils sont élus par le peuple, ils doivent bosser pour le peuple, pas pour eux. D'accord ? Quand 80% du peuple te dit « on veut ça », à toi de trouver les solutions, mais tu ne prends pas 6 ans encore. On est là pour que ça se fasse rapidement. Et Radio 1 t'a donné la parole aujourd'hui, vous donnera la parole, tant qu'on va aller dans le bon sens de l'amour, de la bienveillance et de pouvoir sauver des vies, voire améliorer des vies. Parce qu'ils sont comme toi, ces gens-là. Ils veulent juste ne pas penser à une date limite, à quelque chose qui peut s'arrêter dans 1 mois ou 2 mois. Ils veulent tout simplement vivre aussi longtemps que possible. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Béni, merci d'avoir entendu mon cri et d'avoir justement permis que je puisse poser ma voix ici. Marouloute à toi. Marouloute à toi.
Allez, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette interview. Vous étiez donc avec Karen Mathieu qui a voulu témoigner sur Radio 1 et sur Béni soit-il. Vous pourrez retrouver bien sûr cette interview aussi souvent que vous le voulez en replay. Elle va également le partager sur sa page. C'était vraiment un grand moment pour moi parce que voilà, vous avez compris à quel point je suis Tata Tahiti, hein, avec l'accent popa, mais Tata Tahiti, et on est là pour être tous ensemble solidaires. On a besoin d'être solidaires pour faire passer ce genre de message. Vous êtes sur Radio 1, la première FM de Tahiti. Tout de suite, béni soit l'insolite, votre rendez-vous de chaque jour sur la première FM de Tahiti, Radio 1.